Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Le retour possible d'Europe 2, un rapport du Sénat qui suggère à France Télé de lâcher Salto. L'Arcom ne voit pas de manquement de la part d'M6 dans un reportage signalé par des téléspectateurs. David Ginola, lui, perd son procès contre complément d'enquête. Et puis une série doc événement dans l'intimité du joueur de foot Paul Pogba. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Ils ont regardé le téléfilm Simon Coleman. Malgré le beau temps, il y avait du monde devant le téléfilm. 4 340 000 téléspectateurs, 22,7% de part d'audience. France 2 qui attendait de savoir si le téléfilm allait marcher pour peut-être en faire une série. Alors ? Vu le score, je pense qu'on peut voir un avenir radieux à Simon Coleman. Deuxième, c'est Top Chef. C'était la finale qui là est au plus bas. Pour une finale, 2 420 000 téléspectateurs, 15,5% de part d'audience. Et puis troisième, TF1 avec la suite de la saison 2 de la série italienne Doc, 2 320 000 téléspectateurs. C'est en légère baisse, mais ça reste à peu près ce qu'ils ont fait les semaines précédentes, 13,3% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Une info radio pour commencer. Virgin Radio pourrait changer de nom en janvier prochain. C'est en tout cas le projet du groupe Lagardère auquel appartient Europe 1. Changer de nom pour retrouver l'ancien. Virgin Radio redeviendrait ainsi Europe 2 comme il y a près de 15 ans. Et pour le groupe, il s'agit de revenir à une marque forte. Dans un communiqué, il a souligné qu'il s'agirait pour la radio de réaffirmer sa mission originelle, nourrir le lien entre les artistes et le public. Et il promet d'investir massivement sur les événements musicaux et la valorisation des sessions live. Un projet qui reste soumis quand même à l'autorisation de l'Arcom, l'ex-CSA. La demande a été envoyée hier et le groupe Lagardère a bon espoir que le changement de nom se fasse pour janvier 2023. Le Sénat demande à France Télévisions de se retirer de Salto. Et recommande. Salto, c'est la plateforme de streaming payante lancée par TF1, France Télé et M6, plateforme qui ne décolle pas. Un rapport du Sénat vient justement de pointer du doigt ce manque de succès de Salto. Ses auteurs estiment que le nombre d'abonnés payants fin 2021 était 397 000 seulement. C'est une information repérée par la correspondance de la presse. À titre de comparaison, MyCanal comptait 8 680 000 abonnés. Donc non seulement Salto ne concurrence pas du tout les géants américains, mais elle ne fait pas non plus le poids face aux plateformes françaises. France Télévisions va-t-elle donc devoir se résoudre à céder ses parts de Salto? Oui, si la fusion entre TF1 et M6 a lieu. Ça, c'est acté depuis fin mars dans un communiqué commun entre les trois propriétaires de la plateforme. Mais le rapport du Sénat, lui, va plus loin. Il recommande que le groupe public revende ses parts, même en cas d'échec de la fusion, car il plaide plutôt pour un rapprochement de France Télévisions avec les autres médias du service public, Radio France, Arte, France Média Monde. Un rapprochement pour créer une plateforme numérique commune qui serait baptisée France Média Plus. Alors, les sénateurs reconnaissent qu'il ne s'agirait pas de faire concurrence aux services de streaming américains. Leurs investissements en milliards sont beaucoup trop importants par rapport à ceux du service public. En revanche, ils pensent que la création d'une plateforme commune à tous les services publics européens pourrait permettre de défendre ce qu'ils appellent l'exception culturelle européenne. Affaire à suivre, évidemment, on vous tiendra au courant. Actualité judiciaire, David Ginola perd son procès contre l'émission Complément d'enquête. Oui, il avait attaqué l'émission de France 2 pour atteinte à la vie privée et réclamait 80 000 € de dommages et intérêts qu'il ne touchera donc jamais puisqu'il vient de perdre son procès en appel. Information de Capital. Il avait déjà été débouté en première instance, c'était en 2020. La cause de la discorde, la diffusion d'un portrait sur Didier Deschamps en 2018. Enquête dans laquelle le journaliste avait diffusé des propos enregistrés à l'insu de David Ginola. L'ex-footballeur avait confié son amertume vis-à-vis de Didier Deschamps. Si je n'ai pas fait la Coupe du Monde de 98, c'est à cause de lui. C'est quelqu'un qui, pour moi, m'a empêché de réaliser mon rêve. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, de parler d'un événement qui a fait pleurer toute ma famille. Fin de citation. La Cour a estimé que ces informations étaient en fait déjà connues avant la diffusion du complément d'enquête, donc ça ne constituait pas une atteinte à la vie privée. David Ginola s'était déjà confié sur ce sujet dans la presse et il ne compte pas se pourvoir en cassation. Selon son avocate qui dit à Capital, il est écœuré et ne souhaite pas épiloguer davantage. Et on parlera beaucoup de la Coupe du Monde 98 avec Jacques Vendroux qui sera notre invité dans quelques instants. Là, on ne parle pas de justice, mais du gendarme de l'audiovisuel, même s'il n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, c'est l'Arcom, ex-CSA, qui n'a pas constaté de manquement de la part d'M6 lors de la diffusion d'un reportage de Zone Interdite sur l'islam radical. Oui, l'Arcom avait été saisi par des téléspectateurs suite à la diffusion de cette enquête fin janvier. Face au danger de l'islam radical, les réponses de l'État. Enquête qui avait fait grand bruit, puisque souvenez-vous, la présentatrice de Zone Interdite, Ophélie Meunier, avait reçu des menaces de mort suite à la diffusion. Elle avait même dû vivre sous protection policière. L'Arcom a analysé le reportage et rapporte
rapporte que les propos tenus n'ont, je cite, pas constitué un encouragement à des comportements discriminatoires ou une incitation à la haine en raison de la religion. L'institution souligne également que dans ce reportage, il avait été rappelé à plusieurs reprises que l'ensemble des personnes de confession musulmane n'étaient pas visées par les propos dénonçant la radicalisation. Enfin, pour l'Arcom, les personnes qui s'expriment en caméra cachée ne sont pas identifiables et celles à visage découvert l'ont fait librement. Il n'y a donc pas de manquement au respect des droits de la personne. Et on termine ce journal avec la nouvelle série documentaire d'Amazon Prime Video consacrée à Paul Pogba. The Pogmentary, c'est un jeu de mots, Pogba Documentary, sera mise en ligne demain. 5 épisodes d'une trentaine de minutes sur le champion du monde français, figure du football. Il a accepté d'ouvrir ses portes et de les ouvrir en grand. Il montre son quotidien. Il a été suivi pendant plusieurs mois, près d'un an, à un moment capital de sa vie. Il est champion du monde. Il rêve de remporter l'Euro de foot. On le voit se poser des questions aussi sur son avenir dans son club de Manchester. On suit les négociations même. Mais on découvre aussi son quotidien de père de 2 enfants. Bref, on est au plus près de l'intimité de Paul Pogba. Damien Piscarel, producteur de la série documentaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement une série documentaire football, c'est vraiment sur une personnalité. Là, c'était vraiment comprendre Paul Pogba avec le cercle intime. Des gens qui ne parlent que très rarement, et on a pu tourner des moments avec Mino Raiola, qui est son agent et qui est décédé il y a quelques semaines. C'est des choses assez rares qu'on a pu avoir. On est totalement immergé dans le monde de Paul Pogba. L'idée, c'est de transporter le téléspectateur là où il ne va jamais. C'est-à-dire dans l'intimité d'une personnalité, le monde du foot. C'est quand même très compliqué de pénétrer et de vraiment avoir des choses très, très intimes, très personnelles. Et là, c'est ce qu'on a pu faire. Amazon le suit même dès le lendemain de l'échec de l'équipe de France à l'Euro de football, alors que tout le monde pensait qu'elle allait gagner. C'est rare de suivre les sportifs dans la défaite, rare de voir un champion qui vient d'être battu, qui doit digérer ça. Pour raconter certains épisodes de la vie de Paul Pogba, on ne voit pas des archives vidéo ou des photos, comme c'est souvent le cas dans les documentaires. Là, c'est du dessin animé 3D, de l'animation, et c'est commenté par la voix de Paul Pogba. Il raconte notamment des épisodes de son enfance ou la mort de son père. On est arrivé à la conclusion qu'on pouvait se démarquer en créant quelque chose d'unique avec de l'animation. C'est-à-dire revivre des moments du passé qu'on n'a pas en vidéo, qu'on ne pourra pas avoir, pour donner un point de vue unique et aussi intégrer de l'animation à un documentaire, ce qui est un vrai challenge, parce que c'est pas une écriture qui est habituelle. Ça crée quelque chose qui, je pense, n'a jamais été fait, et ça donne un goût assez unique aussi sur la série, parce que à ce moment-là, en fait, vous êtes avec le personnage Paul Pogba, et c'est lui qui vous raconte. Donc dans notre volonté d'être vraiment dans la tête de Paul et dans son cercle intime et dans sa psychologie, c'est parfait. Damien Piscarel, producteur de cette série doc The Pogmentary, qui est disponible à partir de demain sur Amazon Prime Video. Merci beaucoup Louise Bernard, la vraie, pas de la 3D. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.